Chapitre 3. Qui êtes-vous? Ramana Maharshi, un grand maître de la tradition yogique, disait souvent que pour atteindre la liberté intérieure, on doit continuellement et sincèrement se poser la question « Qui suis-je » Il enseignait que cela était plus important que de lire des livres, apprendre des mantras ou visiter des lieux saints. Demandez-vous simplement « Qui suis-je » Qui voit quand je vois? Qui entend quand j'entends? Qui sait quand je sais quelque chose? Qui suis-je? Explorons cette question en jouant à un jeu. Imaginez que nous sommes en train de discuter, vous et moi. Généralement, dans les cultures occidentales, si quelqu'un s'approche de vous et vous demande « Excusez-moi, qui êtes-vous » vous ne le réprimandez pas pour avoir posé une question aussi profonde. Vous lui dites votre nom, par exemple Sally Smith. Mais je vais contester cette réponse en prenant un morceau de papier, en écrivant dessus les lettres S-A-L-L-Y-S-M-I-T-H, puis en vous le montrant. Est-ce vraiment ce que vous êtes? Un ensemble de lettres? Est-ce celui qui voit quand vous voyez? Vous me direz que ce n'est évidemment pas le cas. D'accord, vous avez raison, je suis désolée. Je ne suis pas Sally Smith, ce n'est qu'un nom que les gens me donnent, c'est une étiquette. En réalité, je suis la femme de Frank Smith. Certainement pas. Ce n'est même pas une réponse politiquement correcte de nos jours. Comment pouvez-vous être la femme de Frank Smith? Êtes-vous en train de me dire que vous n'existiez pas avant de rencontrer Frank, et que vous cesserez d'exister s'il meurt ou que vous vous remariez? Vous ne pouvez pas être la femme de Frank Smith. À nouveau, ce n'est qu'une autre étiquette, le résultat d'une autre circonstance ou d'un événement auquel vous avez participé. Mais alors, qui êtes-vous? Cette fois-ci, vous répondez. Bon, vous avez à présent toute mon attention. Mon étiquette est Sally Smith. Je suis née en 1965 à New York. J'ai vécu dans le Queens avec mes parents, Harry et Mary Jones, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis nous avons déménagé dans le New Jersey, où j'ai fréquenté l'école élémentaire de Newark. Je n'obtenais que des A, et en 5e année, j'ai joué le rôle de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. J'ai commencé à fréquenter les garçons en secondaire 3, et mon premier petit copain s'appelait Joe. Je suis allée au Rogers College, où j'ai rencontré et épousé Frank Smith. Voilà qui je suis. Attendez un instant. C'est une histoire fascinante, mais je ne vous ai pas demandé ce qui vous est arrivé depuis votre naissance. Je vous ai demandé « Qui êtes-vous » Vous n'avez fait que décrire une série d'expériences, mais qui a vécu ces expériences? Ne seriez-vous pas toujours là, consciente de votre existence, même si vous étiez allé à un autre collège? Vous réfléchissez à tout cela, et vous vous rendez compte que vous ne vous êtes jamais posé cette question avec l'intention d'y répondre sincèrement. Qui suis-je? C'est la question que posait Ramana Maharshi. Après y avoir réfléchi encore plus sérieusement, vous dites « Je suis le corps qui occupe cet espace. Je mesure 1m63 et je pèse 61 kg. Voilà qui je suis. » À l'époque où vous teniez le rôle de Dorothy, en 5e année, vous ne mesuriez pas 1m63, vous mesuriez 1m37. Alors, laquelle de ces deux personnes êtes-vous? Celle qui mesure 1m37 ou celle qui mesure 1m63? N'étiez-vous pas là-dedans quand vous étiez Dorothy? C'est ce que vous m'avez dit. N'êtes-vous pas la personne qui a vécu l'expérience d'être Dorothy dans une pièce de théâtre en 5e année et qui, à présent, s'efforce de répondre à ma question? N'est-ce pas le même vous? Peut-être devrions-nous revenir un peu en arrière et nous poser quelques questions exploratoires avant de retourner à notre question fondamentale. Quand vous aviez 10 ans, n'avez-vous pas regardé dans un miroir et aperçu un corps d'une dizaine d'années? N'était-ce pas le même vous que vous voyez à présent dans un corps d'adulte? Ce que vous regardez a changé. Mais qu'en est-il de vous, de la personne qui regarde? N'y a-t-il pas une continuité de l'être? N'était-ce pas toujours le même être qui se regardait dans le miroir au fil des ans? Réfléchissez-y très attentivement. Voici une autre question. Quand vous vous endormez le soir, rêvez-vous? Qui rêve? Qu'entend-on par rêver? Vous répondez. J'ai l'impression de regarder un film projeté dans mon esprit. Et qui le regarde? Moi? Le même vous qui regarde dans le miroir? Et ce même vous qui lit ces lignes, regarde-t-il aussi dans le miroir? Regarde-t-il aussi les rêves? Quand vous vous réveillez, vous savez que vous avez rêvé.
Il y a continuité d'une conscience de l'être. Ramana Maharshi ne faisait que poser des questions toutes simples. Qui voit quand vous voyez? Qui entend quand vous entendez? Qui regarde quand vous rêvez? Qui regarde l'image dans le miroir? Qui est celui qui vit toutes ces expériences? Si vous essayez de donner une réponse sincère et intuitive, vous allez tout simplement répondre « Moi, c'est moi. C'est moi qui fais l'expérience de tout cela. » C'est à peu près la meilleure réponse que vous puissiez donner. En fait, on voit facilement que vous n'êtes pas les objets que vous regardez. Il s'agit d'un cas classique de relation sujet-objet. C'est vous, le sujet, qui regarde les objets. Nous ne sommes donc pas obligés de passer en revue tous les objets de l'univers pour dire que ces objets ne sont pas vous. Nous pouvons facilement généraliser en disant que si vous êtes celui qui regarde quelque chose, alors ce quelque chose n'est pas vous. Vous savez donc, dès le départ et d'un seul coup, ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas le monde extérieur. Vous êtes celui à l'intérieur qui observe ce monde. C'était facile. À présent, nous avons à tout le moins éliminé les innombrables choses du monde extérieur. Mais qui êtes-vous? Et où êtes-vous si vous n'êtes pas à l'extérieur avec toutes les autres choses? Vous devez porter attention et comprendre que vous seriez quand même là-dedans à faire l'expérience de toutes sortes d'émotions, même si tous les objets extérieurs disparaissaient. Imaginez la peur que vous ressentiriez. Vous ressentiriez peut-être aussi de la frustration et même de la colère. Mais qui ressentirait tout cela? À nouveau vous répondez « moi », et c'est la bonne réponse. Le même moi fait l'expérience du monde extérieur et des émotions intérieures. Pour y voir plus clair, imaginez que vous regardez un chien en train de jouer à l'extérieur. Tout à coup, vous entendez un bruit derrière vous, un sifflement, comme celui d'un serpent à sonnette. Allez-vous continuer à regarder le chien avec la même intensité d'attention? Bien sûr que non. Vous éprouverez un énorme sentiment de peur à l'intérieur. Même si le chien continue de jouer devant vous, vous serez complètement obnubilé par l'expérience de ce sentiment de peur. Toute votre attention peut rapidement se retrouver accaparée par vos émotions. Mais qui a peur? N'est-ce pas le même vous qui était en train de regarder le chien? Qui est en amour quand vous êtes en amour? Ne pouvez-vous pas être en amour au point d'avoir du mal à garder les yeux ouverts? Vous pouvez devenir tellement obnubilé par des sentiments intérieurs agréables ou terrifiants qu'il devient difficile pour vous de vous concentrer sur des objets extérieurs. Par essence, les objets intérieurs et extérieurs se disputent votre attention. Vous vivez donc des expériences intérieures et extérieures, mais qui êtes-vous? Pour explorer tout cela plus en profondeur, répondez à cette autre question. Y a-t-il des moments où vous ne vivez aucune expérience émotionnelle, où vous ne ressentez au contraire qu'un sentiment de quiétude à l'intérieur? Vous êtes toujours là, mais vous ne ressentez qu'une douce quiétude. Finalement, vous recommencez à prendre conscience du monde extérieur et le flux d'émotions intérieures reprend son mouvement de va-et-vient. Mais vous, qui faites l'expérience de ces choses, demeurez conscient de tout ce qui se passe devant vous. Mais où êtes-vous? Peut-être pouvons-nous vous trouver dans vos pensées? René Descartes, un grand philosophe, a dit un jour « Je pense donc je suis ». Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Selon le dictionnaire, penser signifie former des pensées, utiliser l'esprit pour évaluer des idées et porter des jugements. La question est donc, qui utilise l'esprit pour former des pensées et qui ensuite les manipule sous la forme d'idées et de jugements? Est-ce que celui qui fait l'expérience de ces pensées existe même quand aucune pensée n'est présente? Par chance, vous n'êtes pas obligé d'y penser. Vous êtes parfaitement conscient de la présence de votre être, de votre sensation d'exister, sans l'aide d'aucune pensée. Quand vous méditez profondément, par exemple, les pensées s'arrêtent. Vous savez qu'elles se sont arrêtées. Vous ne le pensez pas. Vous êtes simplement conscient d'une absence de pensée. Vous revenez à vous et dites « Oh, j'étais profondément plongé dans cette méditation, et pour la première fois, mes pensées se sont complètement arrêtées. J'étais dans un endroit où tout n'était que paix, harmonie et quiétude. » Si vous avez fait l'expérience de la paix qui s'installe quand vos pensées s'arrêtent, de toute évidence, votre existence ne dépend pas de l'acte de penser.
Vos pensées peuvent s'arrêter et elles peuvent aussi devenir extrêmement bruyantes. Vous avez parfois beaucoup plus de pensées qu'à d'autres moments. Vous pouvez même dire à quelqu'un « Mon esprit est en train de me rendre fou. Depuis qu'il m'a dit toutes ces choses, je n'arrive plus à dormir. Mon esprit refuse de se taire. » De quel esprit s'agit-il? Qui remarque la présence de ces pensées? N'est-ce pas vous? N'entendez-vous pas vos pensées à l'intérieur? N'êtes-vous pas conscient de leur existence? En fait, pouvez-vous vous en débarrasser? Si vous commencez à avoir des pensées qui ne vous plaisent pas, ne pouvez-vous pas les chasser? Les gens sont constamment en butte à certaines pensées. Qui est conscient de ces pensées et qui bute contre celles-ci? Vous retrouvez à nouveau la même relation sujet-objet, cette fois avec vos pensées. Vous êtes le sujet, et vos pensées ne sont qu'un autre objet dont vous pouvez être conscient. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes simplement conscient de vos pensées. Vous dites finalement « Très bien, je ne suis pas un objet du monde extérieur et je ne suis pas mes émotions. Ces objets extérieurs et intérieurs vont et viennent et j'en fais l'expérience. De plus, je ne suis pas mes pensées. Elles peuvent être silencieuses ou bruyantes, joyeuses ou tristes. Ces pensées sont uniquement quelque chose dont je suis conscient. Mais qui suis-je? Cela commence à devenir une question sérieuse. Qui suis-je? Qui vit toutes ces expériences physiques, émotionnelles et mentales? Vous creusez donc encore un peu plus cette question. Pour ce faire, vous devez laisser de côté les expériences et porter attention à ce qui reste. Vous commencerez par remarquer qui fait l'expérience de ces expériences. Finalement, vous arriverez à un point à l'intérieur de vous où vous vous rendrez compte que celui qui vit ces expériences, vous-même, possède une certaine qualité. Et cette qualité est la conscience, un sentiment intuitif de votre existence. Vous savez que vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas obligé d'y penser. Vous le savez, tout simplement. Vous pouvez y penser si vous voulez, mais vous saurez que vous êtes en train d'y penser. Vous existez, que vous ayez ou non des pensées. Pour rendre cela plus concret, faisons une expérience de conscience. Remarquez qu'en jetant un seul regard dans une pièce ou par une fenêtre, vous voyez instantanément tout ce qu'il y a devant, de façon extrêmement détaillée. Vous prenez conscience, sans faire le moindre effort, de tous les objets qui se trouvent dans votre champ de vision, qu'ils soient proches ou éloignés. Sans bouger la tête ou les yeux, vous percevez dans leurs moindres détails tous les objets que vous voyez. Regardez les couleurs, les variations de la lumière, le grain des meubles en bois, l'architecture des bâtiments et la variété des écorces et des feuilles des arbres. Remarquez que vous assimilez tout cela d'un seul coup, sans même avoir à y penser. Aucune pensée n'est nécessaire. Vous voyez, tout simplement. À présent, essayez d'utiliser vos pensées pour isoler, étiqueter et décrire dans toute leur complexité les choses que vous voyez. Combien de temps mettrait votre voix mentale pour décrire tous ces détails, comparativement à l'image instantanée que vous voyez dans votre conscience? Quand vous ne faites que regarder sans former de pensée, votre conscience perçoit sans effort et saisit pleinement tout ce qu'il y a à voir. Conscience est le mot le plus noble qui puisse franchir vos lèvres. Rien n'est plus élevé ni plus profond que la conscience. La conscience est pure conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? Faisons une autre expérience. Disons que vous êtes dans une pièce en train de regarder un groupe de personnes et un piano. Maintenant, imaginez que le piano disparaisse de votre monde. Cela vous poserait-il problème? Vous dites « Non, je ne le pense pas, je ne tiens pas à ce piano ». Dans ce cas, imaginez à présent que les personnes dans la pièce cessent d'exister. Cela vous convient-il toujours? Pouvez-vous le supporter? Vous dites « Bien sûr, j'aime être seul ». Maintenant, imaginez que vous n'avez plus de conscience. Éteignez-la. Comment vous sentez-vous à présent? Et si votre conscience cessait d'exister, alors quoi? C'est fort simple, vous ne seriez plus là. Il n'y aurait plus de moi. Il n'y aurait plus personne là-dedans pour dire « Oh, avant j'étais là, mais maintenant je n'y suis plus ». Il n'y aurait plus aucune conscience d'exister. Et sans cette conscience d'exister, il n'y a rien. Y a-t-il encore des objets? Qui sait? Si personne n'est conscient de ces objets,
leur existence ou leur non-existence n'a aucune importance. Le nombre de choses devant vous n'a aucune importance. Si vous éteignez la conscience, il n'y a plus rien. Par contre, si vous êtes conscient, même s'il n'y a rien devant vous, vous êtes pleinement conscient qu'il n'y a rien. Ce n'est pas si compliqué et c'est très éclairant. Donc à présent, si je vous demande « Qui êtes-vous » vous répondez « Je suis celui qui voit ». Quelque part là-dedans, je regarde et je suis conscient des événements, des pensées et des émotions qui passent devant moi. Vous vivez au plus profond de vous-même, là où se trouve le siège de la conscience. Un authentique être spirituel y vit sans effort et sans intention. Tout comme vous regardez sans effort à l'extérieur et voyez tout ce que vous voyez, vous finirez par prendre assez de recul à l'intérieur de vous-même pour voir toutes vos pensées et toutes vos émotions, ainsi que des formes extérieures. Tous ces objets sont là, devant vous. Les pensées sont plus près de l'intérieur, les émotions un peu plus près de la surface, et les formes carrément à l'extérieur. Derrière tout cela, il y a vous. Vous allez si profondément en vous-même que vous vous rendez compte que c'est là où vous avez toujours été. À chaque étape de votre vie, vous avez vu passer devant vous toutes sortes de pensées, d'émotions et d'objets. Mais vous avez toujours été le receveur conscient de tout ce qui était. À présent, vous êtes au centre même de votre conscience. Vous êtes derrière toute chose et vous ne faites que regarder. Voilà votre véritable demeure. Éliminez tout le reste et vous êtes quand même là, conscient que tout a disparu. Mais éliminez le centre de la conscience et il n'y a plus rien. Ce centre est le siège du moi. À partir de ce siège, vous êtes conscient qu'il y a des pensées, des émotions et un monde qui vous parvient à travers vos sens. Mais à présent, vous êtes conscient d'être conscient. Tel est le siège du moi bouddhiste, de l'Atman hindou et de l'âme judéo-chrétienne. Le grand mystère commence quand vous prenez place dans ce siège, au plus profond de vous-même.